Bonjour à toutes et tous. Nous allons débuter notre conférence sur comment réaliser ou mettre à jour votre document unique en cette période de Covid. Tout d'abord, nous vous remercions d'être aussi nombreux aujourd'hui. Vous êtes plus de 400 entreprises à vous être inscrites. Dans cette période, les services de santé au travail sont particulièrement mobilisés auprès des entreprises et des salariés. Le suivi de la santé des salariés est assuré dans des conditions certes modifiées, et en particulier par l'ordonnance gouvernementale du 2 avril, qui permet une priorisation des visites à effectuer et des reports de visites possibles pour rester dans les délais réglementaires. Mais les services de santé au travail s'emploient aussi à assurer ce suivi, y compris grâce à des téléconsultations. Les médecins du travail, infirmiers en santé au travail, intervenants en prévention des risques professionnels, psychologues du travail et assistants sociaux de votre service sont présents pour vous accompagner et vous conseiller, y compris au travers de permanences téléphoniques. Nous répondons à vos questions et vous mettons à disposition des guides et des fiches pratiques pouvant vous aider. Enfin, nous vous accompagnons sur les mesures de prévention à mettre en place et adaptées à votre activité. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous avons souhaité organiser cette conférence pour vous informer et pour vous aider à organiser au mieux votre activité dans cette période et prendre en compte les risques liés à cette crise sanitaire et inscrire ces risques particuliers dans votre document unique. C'est pourquoi 9 services de santé au travail de la région Île-de-France, que vous voyez à l'écran, ont souhaité organiser collectivement cette conférence pour vous permettre de ne pas rester isolés face aux questions que vous vous posez. 2 conférenciers, Jessica Abdo et Pavel Banasiak, tous deux ingénieurs en hygiène sécurité, vont vous présenter différents éléments vous permettant de réaliser ou mettre à jour votre document unique. Notre équipe est aussi complétée par 10 collaborateurs de différents services organisateurs. Ils seront en charge de répondre aux questions que vous pourrez poser en ligne. J'en profite pour me présenter, Céline Roux, déléguée générale de Santé au Travail, Fédération Île-de-France. Et je vous accompagnerai tout au long de ce moment que nous allons passer ensemble. Pour poser vos questions en ligne, vous avez la possibilité d'ouvrir le mode de questions en ligne. Donc, vous cliquez sur Q et R en bas de l'application Zoom. Comme nous sommes très nombreux, je vais poser quelques règles pour poser vos questions. Donc, une fois que vous avez Q et R ouverts sur votre application, vous pouvez poser votre question en l'inscrivant dans l'écran qui apparaît. Et pour nous la faire parvenir, vous cliquez sur Envoyer. L'équipe en ligne en charge de répondre à vos questions y répond et vous voyez la réponse apparaître dans Mes questions. Si vous voyez une question qui vous intéresse plus particulièrement et qui a été posée par quelqu'un d'autre, il est préférable de cliquer sur le petit pouce en bas de la question. Ça permet de faire remonter la question en priorité de réponse. Donc, ça marque votre intérêt pour cette question. Donc, je vous remercie de bien vouloir respecter ces quelques règles pour qu'on puisse voilà, vous répondre le plus rapidement possible. Je vous remercie beaucoup. Et je vais maintenant passer la parole à Jessica pour la présentation. Donc, bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre du contenu de ce webinaire, nous allons aborder dans un premier temps le document unique, des rappels réglementaires notamment sur le sujet, la méthodologie de réalisation de ce document unique, ainsi que quelques exemples d'application. Nous allons aborder également dans un second temps la mise à jour de ce document unique dans le cadre du Covid-19.
Quelques rappels réglementaires. Donc, il a fallu 12 ans entre la directive dite cadre du 12 juin 1989 et le décret du 5 novembre 2001 pour voir apparaître finalement cette obligation d'établir un document unique. Concernant la directive du 12 juin 1989, je dirais qu'elle a marqué un certain tournant décisif pour l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail, avec un constat d'un nombre important d'accidents de travail qui a eu comme conséquence l'obligation d'évaluer les risques professionnels. La directive a introduit le principe d'évaluation des risques professionnels et définit ses principaux éléments. Loi du 31 décembre 1991, donc transposition de cette obligation d'évaluation des risques professionnels. Le décret du 5 novembre 2001, obligation d'établir et mettre à jour un document unique, qui est bien entendu une synthèse de l'évaluation des risques professionnels. L'employeur est invité à synthétiser cette évaluation dans le document unique et de justement assurer cette certaine traçabilité. Ce décret a suscité des interrogations tant sur le contenu et la forme. C'est pourquoi la circulaire du 18 avril 2002 est sortie justement pour renforcer ce décret et apporter certaines précisions, dont notamment l'identification des dangers, l'analyse des risques et cette notion d'unité de travail pour laquelle nous reviendrons par la suite. En ce qui concerne les obligations réglementaires, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. Ces mesures, elles peuvent comprendre des actions de prévention des risques, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Ces mesures peuvent à ce moment-là reposer sur les fondements des 9 principes de prévention que vous devez sans doute connaître. En ce qui concerne le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc sous la responsabilité de l'employeur, est établi également par l'employeur, mettre à jour au moins une fois par an ou en cas de tout changement notoire. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir des décisions d'aménagement importants, modifiant les conditions de santé, sécurité ou de travail des salariés, ou lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation des risques est recueillie. Il est tenu à la disposition du médecin du travail, de l'inspecteur du travail, des travailleurs, du CSE et de tout organisme de prévention. Pourquoi réaliser un document unique? Il y a à la fois des enjeux économiques et juridiques, enjeux sociaux et humains. En cas d'absence de création ou de mise à jour du document unique, l'employeur s'expose à des sanctions pécuniaires, voire des poursuites pénales en cas d'accident grave sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. Pourquoi réaliser un document unique? Justement pour avoir un certain objectif de diminuer les accidents de travail et maladies professionnelles. Enjeux sociaux et humains, vous allez proposer un plan d'action pour prévenir voire supprimer les risques professionnels. On va concourir justement pour améliorer les conditions de travail des salariés. Donc on a bien indirectement, on va agir sur la productivité de l'entreprise, son image auprès de vos clients et de l'extérieur. On agira sur l'amélioration de la sécurité et bien entendu le bien-être des salariés. Qui va élaborer le document unique? Donc l'employeur ou sous sa responsabilité par délégation à une personne estimée compétente. Ça peut être un groupe de travail, c'est une démarche qui est participative. Donc ce groupe de travail peut contenir à la fois des travailleurs avec des profils différents, des managers, des personnes issues de la direction. L'idée est de faire remonter au maximum les informations pour être au plus proche des conditions réelles de travail des salariés. Ce peut être également un organisme extérieur qui serait mandaté pour réaliser cette mission. Ce pourrait être également le salarié désigné compétent en santé-sécurité. Donc c'est un salarié qui va s'occuper des volants de protection et de prévention des risques professionnels. Il peut s'agir d'une personne déjà présente dans l'entreprise ou qui va être recrutée à cet effet pour réaliser le document unique. Il est essentiel que ce salarié désigné compétent soit volontaire. Il peut bénéficier notamment à sa demande d'une formation. L'employeur a également la possibilité de faire appel à des IPRP, des intervenants en prévention des risques professionnels habilités ou un organisme de prévention des risques professionnels comme les services de santé au travail, le BBTP ou l'ANACT. Dans le cas de ce projet de document unique, associez et consultez votre CSE et bien entendu, vous avez la possibilité également de solliciter votre médecin du travail pour un accompagnement, un avis sur votre document unique.
Quelle est sa forme? Il n'y a aucun modèle qui est prévu par la réglementation. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit facile d'utilisation, pratique et compréhensible pour tous les salariés. Traçable, puisqu'on est dans un objectif de tracer justement toutes les expositions des salariés. Ne pas hésiter à dater le document, dater les prochaines mises à jour et d'archiver vos anciens documents. Le document unique, il va comprendre à la fois l'identification des dangers, l'analyse des risques professionnels. Donc, on vous donnera tout à l'heure une liste de risques professionnels que vous pouvez retrouver en entreprise. Les classements des risques par importance, donc ce sera plutôt une notion de hiérarchisation des risques. Et enfin, la proposition d'actions de prévention qui serait requise par rapport à cette hiérarchisation des risques. Comment réaliser un document unique? Donc, cela se construit en plusieurs étapes. Mon collègue Pavel Manazek de chez Efficience Santé Travail pourra revenir sur chaque bloc. En première étape, vous allez devoir préparer votre évaluation des risques. En seconde étape, évaluer les risques. Et cette démarche d'évaluation se construit également en plusieurs étapes. En première étape, vous allez définir des unités de travail, recenser toutes les situations de travail dangereuses, coter les risques selon la matrice de cotation que vous avez choisie avec les différents facteurs de cotation, et enfin planifier des actions de prévention. Une fois que ces actions sont mises en œuvre, vous allez revenir sur ce document pour une éventuelle mise à jour en cas de tout changement notoire, comme nous l'avons abordé tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Pavel. Alors, je vais reprendre la main. Voilà. Donc, première étape de notre réalisation du document unique, c'est de mobiliser les moyens humains. Donc, dans cette étape-là, en fait, on va préparer ces démarches-là. Donc, une première étape, c'est de mobiliser en fait les moyens humains. On va en fait identifier en fait les personnes qui vont participer à la démarche et à la réalisation du document unique. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'employeur, en fait, le directeur ou le responsable de l'entreprise qui aura cette responsabilité. Donc, lui, il devra être intégré à ces démarches-là. Ensuite, nous aurons bien entendu besoin des salariés qui eux-mêmes sont confrontés, qui sont exposés aux différents risques et peuvent être une source utile d'informations à intégrer dans le document unique. L'employeur peut également se faire aider par d'autres personnes qui vont avoir des compétences en santé et sécurité, des personnes représentatives du personnel qui peuvent donner un avis sur le document unique et également sur l'évaluation des risques. On peut également se rapprocher des managers de proximité qui vont avoir un rôle de facilitateur dans certaines organisations pour pouvoir mener à bien les évaluations des risques et mettre en place derrière les actions de prévention. Et on peut se faire aider également par des intervenants extérieurs. On peut intégrer par exemple le médecin du travail à la démarche, les intervenants en prévention des risques qui peuvent conseiller l'entreprise dans l'évaluation et sur la mise en place des actions. Donc voilà. Donc on verra un petit peu ces différents acteurs, comment ils interviennent. Ce qui est aussi important dans cette phase de préparation, c'est de définir une stratégie de communication, donc communiquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise que l'entreprise met en place le document unique et met en place une démarche de prévention des risques. Et également, si besoin, on peut former certains salariés pour que la démarche soit menée à son terme, soit bien menée. Voilà. Après avoir mobilisé un petit peu les moyens humains, dans cette phase de préparation, on va aussi également s'aider d'outils en fait, qui vont nous permettre de construire notre document unique et aussi d'évaluer les risques. Alors, ce qui peut être intéressant lorsqu'on commence à réaliser le document unique, c'est effectivement partir d'une trame de document unique. Donc, il existe des trames vierges, mais il existe aussi des trames qui peuvent être adaptées à votre activité. Donc voilà, donc en fonction du secteur d'activité, vous pouvez soit prendre une trame vierge, partir d'une trame où il n'y a aucun risque et compléter au fur et à mesure, ou prendre une trame qui est déjà adaptée à vos activités et la compléter, l'affiner par la suite. Un document qui est fort intéressant, donc c'est la fiche d'entreprise. C'est un document, en fait, dedans où on aura l'identification des risques qu'il peut y avoir dans votre activité, dans votre entreprise, mais également des recommandations que le service de santé au travail aurait pu donner afin d'améliorer les conditions de travail. Nous aurons aussi
le registre des accidents. Donc ça, on peut le consulter pour voir quels ont été les accidents. On peut consulter aussi les analyses et les déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour voir quels sont les risques, quels sont les accidents et les risques qui ont été avérés. Donc c'est intéressant de reprendre ces éléments-là pour voir quelles sont les circonstances d'accident et ensuite, par la suite, compléter le document unique par rapport à ces éléments-là. On va utiliser aussi d'autres documents comme les rapports de vérification périodique pour les équipements qui sont soumis à obligation pour voir si l'installation, si les éléments, si les équipements sont conformes et aux normes en vigueur. Voilà. D'autres documents comme les fiches de données de sécurité qui sont en lien avec les produits chimiques qui vont nous aider à identifier par exemple la dangerosité des produits chimiques qu'on utilise. Voilà, donc ça c'est des documents internes à l'entreprise qu'on peut utiliser pour compléter, pour identifier et analyser notre situation de travail et ainsi compléter notre document unique. On va également utiliser différents guides qui vont nous permettre d'identifier, par exemple, les risques. Donc, il y a des guides où on aura, par exemple, comme celui-là, c'est un guide de l'INRS, qui permet à un employeur d'identifier les risques au sein de sa structure. Nous avons aussi des documents qui sont en lien avec votre secteur d'activité, qui permettent d'identifier les contraintes qui sont souvent rencontrées dans votre secteur d'activité et ainsi déterminer les problématiques que vous aussi vous pouvez avoir dans votre entreprise. Ces guides-là aussi permettent de recenser un petit peu les bonnes pratiques issues de votre secteur d'activité et issues de votre entreprise. Ça peut vous donner des idées dans la mise en place des actions, dans l'élaboration en tout cas du programme de prévention par la suite. Et aussi, il existe d'autres outils qui permettent d'analyser des risques. Donc, en fonction de l'exposition, en fonction des risques que vous allez avoir dans votre entreprise, il est aussi intéressant d'utiliser des outils complémentaires qui vont nous aider à mieux évaluer, mieux cerner le risque et mieux identifier derrière les différentes problématiques. Voilà. Ça, c'est des documents, des outils. Donc, la liste, elle n'est pas exhaustive, mais c'est des documents qui vont nous permettre de se lancer dans la démarche, qui vont nous permettre à identifier les différents éléments et derrière, par exemple, mieux évaluer et mieux proposer des actions qui sont en cohérence avec les risques auxquels on est confronté. Voilà. Dans cette première étape, qui consiste à préparer toujours la démarche, un élément qui est assez important, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont les unités de travail. Donc, une unité de travail, ça va être un ensemble qui regroupe des salariés qui vont être exposés à des risques assez similaires ou qui rencontrent des conditions homogènes d'exposition. Ce que ça veut dire, c'est que ça va être un ensemble de salariés, en fait, qui vont être exposés aux mêmes conditions de travail ou aux mêmes risques, à des risques assez similaires. Là, on a pris l'exemple d'un magasin de grande surface avec ces différents postes de travail. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé les activités de l'entreprise en fonction de ces unités de travail, en fonction des expositions qu'il peut y avoir. Donc là, on a 9 unités. Donc, on a les différents métiers avec l'unité 1 qui est le poste de caisse. Ensuite, tout ce qui concerne la mise en rayon. Il y a un petit rayon boucherie, il y a un petit rayon poissonnerie avec des risques spécifiques. On va avoir toutes les personnes qui s'occupent du stock et de la logistique lorsqu'on réceptionne la marchandise, la partie administrative, l'entretien et le nettoyage, et puis une unité sécurité. Voilà. On rajoute, dans la plupart des cas, on rajoute toujours une unité. Ce sont les risques communs qui vont être communs à l'ensemble des salariés. Donc, notamment, on aura le risque incendie, le risque électrique, le risque qui va être lié aux installations générales de l'entreprise. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de découpage. Vous, en fonction de votre organisation, il peut y avoir plus ou moins d'unités. Dans les petites entreprises, on aura peut-être 1 ou 2 unités. Dans des entreprises un petit peu plus conséquentes, on aura un petit peu plus d'unités parce qu'il y aura beaucoup plus de métiers, il y aura beaucoup plus de services. Donc, en conséquence, on définit les unités de travail en fonction de votre organisation derrière. Voilà. Donc là, ça nous a permis de préparer les démarches. Deuxième étape, avant de commencer la deuxième étape qui consiste à évaluer l'ensemble des risques qui sont présents dans les unités de travail, on va voir quelques notions. Donc, première notion, c'est le danger. Donc, c'est une propriété intrinsèque à un produit, d'un équipement qui peut entraîner dommage. Voilà, donc c'est un élément qui va être dangereux. Ensuite, on aura ici une situation dangereuse.
c'est tout simplement la rencontre du danger avec l'individu. Donc là, dans notre cas, c'est la rencontre du danger qu'on a identifié ici avec notre salarié derrière. Le risque, tout simplement, ça va être l'exposition de l'individu, du salarié, à un danger qui peut être plus ou moins grande en fait. Plus l'exposition va être grande, plus le risque va être important, tout simplement. Et le dommage, c'est la conséquence derrière. S'il y a une exposition et qu'il y a blessure, ça va forcément entraîner un dommage qui peut être une lésion physique ou une atteinte aussi de la santé mentale. Voilà, donc il y a les deux éléments, il y a le côté physique et le côté mental. Voilà, c'est quelques petites notions avant de continuer dans l'évaluation des risques. Alors, deuxième étape de notre démarche, c'est d'évaluer les risques. Comme on l'a vu précédemment, on a défini nos unités de travail dans la préparation. On a des documents qui vont nous aider à identifier et évaluer les risques. Là, on est vraiment dans l'identification des risques. Donc, pour bien identifier nos risques, ce qui est nécessaire, c'est de relever dans chaque unité de travail l'ensemble des tâches qui sont réalisées. Donc, par exemple, ici, nous, on a pris notre première unité de travail, qui est les postes de caisse. On a échangé avec les salariés pour comprendre leur activité, pour définir quelle est l'activité, quelles sont les tâches qui sont réalisées. Donc, on les a notées sur une feuille de brouillon. Et ainsi, voilà, on a nos quelques tâches. Donc, la liste n'est pas complète, mais on a nos tâches que les salariés peuvent réaliser. À partir de ce descriptif d'activité, on a pu identifier les situations qui peuvent être dangereuses. Par exemple, ici, on sait que les personnes récupèrent un fonds de caisse qui peut être assez conséquent. Donc, derrière, il peut y avoir une manipulation d'argent liquide qui peut entraîner une situation dangereuse. On va être aussi, par exemple, en contact avec du public. On va faire de l'encaissement, on va faire l'accueil du public. Donc là, on va être en contact avec du public qui peut être difficile. Il peut y avoir également des agressions derrière. Voilà. Donc, c'est qu'on identifie notre activité et à l'activité, on va associer des situations dangereuses derrière. Dans ces identifications de situations dangereuses, on va aussi identifier, alors là, on ne l'a pas mis, mais les moyens de prévention qui sont en place. Donc, les moyens de prévention qui sont techniques, ça peut être organisationnel, ou ça peut être de l'ordre d'humain, comme des formations. Voilà, ça, on le verra tout à l'heure également. Voilà. Mais en tout cas, on va identifier aussi les moyens de prévention. Voilà. Pour nous aider à identifier un petit peu les risques et les situations dangereuses, il existe effectivement des listes de risques. Donc là, c'est intéressant de reprendre. Donc ça, c'est une liste qui est non exhaustive. Après, on peut rajouter d'autres risques. Mais c'est de reprendre une liste et de se poser les questions. Est-ce que dans notre activité, le salarié, lorsqu'il réalise ses tâches qu'on a définies précédemment, peut être exposé à des risques de trébuchement, de peur ou de perturbation? Voilà. C'est de se poser des questions à chaque fois pour savoir si les personnes sont exposées au risque, si elles sont confrontées à une situation dangereuse, et derrière, s'il y a un risque, s'il peut y avoir une blessure par rapport à ces différents risques. Donc, dans certaines activités, comme le travail sur écran, les risques qui vont être liés à la manutention mécanique, on ne les aura pas. Dans ce cas-là, nous ne le mettrons pas dans le document unique. Voilà, on mettra uniquement les risques auxquels les personnes sont confrontées dans notre unité de travail. Voilà, ça c'est important. Donc, voilà. Lorsqu'on a identifié nos risques, nos dangers, nos risques dans notre unité de travail, on procédera à l'évaluation. Ça permet de l'évaluer, mais aussi de hiérarchiser des risques selon le degré d'importance. Donc, là, on a décidé de prendre deux critères qui sont la fréquence, c'est la fréquence d'exposition à une situation dangereuse, donc combien de fois on va être exposé à cette situation-là, et ainsi la gravité qui permet de déterminer les dommages éventuels qu'il peut y avoir. Voilà. Donc là, c'est des critères, donc on a une fréquence qui est faible, moyenne, fréquente, très fréquente. Ces critères-là, on les adapte en fonction du contexte, en fonction de l'entreprise, en fonction également du risque, comme le dommage, en fonction du contexte, du risque auquel on est exposé. Voilà. Alors, à ne pas oublier, c'est que la législation laisse la liberté à l'entreprise de choisir les critères d'évaluation. Là, c'est un exemple d'évaluation. D'autres organismes, des sites internet, des choses comme ça, vous propose d'autres critères d'évaluation. C'est qu'un exemple d'évaluation. Il faut que l'évaluation soit cohérente, les critères d'évaluation soient cohérents par rapport à votre contexte, à votre organisation.
Donc, lorsqu'on a défini notre fréquence avec ces notes ici et notre gravité, on multiplie, dans notre cas, ces deux critères-là pour obtenir des notes qui vont aller de 1 à 2 pour les risques faibles, 3 à 6 des risques moyens et 8 à 16 pour les risques élevés. Ça permet de hiérarchiser les risques et de voir quel est le degré d'importance. Voilà. Donc là, on a évalué nos risques. Ici. Ensuite, lorsqu'on a nos risques les plus importants, on a évalué nos risques, on a l'ensemble des risques, on va élaborer un plan d'action. On va déterminer les actions de prévention suivant 3 moyens. Donc, on va avoir les moyens organisationnels. Donc là, on va essayer de mettre en place des actions sur l'organisation du travail. On peut mettre des actions d'ordre humain, comme des formations, des consignes, de la sensibilisation, et sur des moyens techniques comme l'achat de matériel, l'aménagement, par exemple, d'un poste de travail, la mise en place, par exemple, de chariots de manutention. Voilà. Donc, ça, c'est des moyens techniques qui vous permettent de maîtriser le risque. Lorsqu'on élabore le programme de prévention, donc le plan d'action, il est important en fait d'échanger à nouveau avec les salariés, le groupe de travail qui a travaillé sur l'unité de travail. Également, on peut solliciter, demander un avis aux différentes instances du personnel. Le médecin du travail avec le service de santé au travail, ils peuvent également vous aider dans le choix des actions. Ils peuvent également donner un avis. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place tel ou tel équipement, le médecin du travail ainsi que son équipe pluridisciplinaire, derrière, il pourra donner un avis, voire même vous donner des recommandations par rapport à un risque. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est bien de planifier les actions donc en fonction de degré de dangerosité et de l'évaluation qu'on a fait précédemment. Plus les actions vont être, le degré va être élevé, avec l'évaluation élevée, plus le plan d'action devra être assez conséquent et les délais qui devront être adaptés. Il y a aussi l'aspect réglementaire. Par exemple, si dans le document unique, on a identifié que l'aspect réglementaire n'a pas été respecté, là aussi, c'est des choses qu'on devra planifier assez rapidement parce que là, voilà, il y a un défaut au niveau de la réglementation. Et également, on va s'intéresser aux types d'actions qui sont mises en place. Par exemple, si on doit reconcevoir un lieu de travail avec un changement de machine, voilà, on sait que ça va prendre du temps. Maintenant, si derrière, on a juste simplement à acheter des chaussures de sécurité, donc ça peut être assez rapide. Donc, adapter le délai, la planification en fonction de ces critères-là. Voilà. À ne pas oublier, c'est que le plan d'action doit être défini par une action prévention, donc une action bien précise, un responsable qui va avoir en charge l'action, la réalisation de cette action-là, et un délai de réalisation. Donc, on a vu, le délai va dépendre de la dangerosité, de l'aspect réglementaire et le type d'action, en fait. Il faut que tous ces éléments soient en cohérence avec l'organisation de l'entreprise, l'évaluation qu'on a définie et les moyens que l'entreprise est là pour mettre en place les différentes actions. Voilà, il faut qu'il y ait une cohérence dans tous ces éléments. Et qu'est-ce que ça donne dans le document unique? Alors, dans le document unique, ici, on a créé l'unité 1, donc les postes de caisse. On a nos familles de risques qu'on a identifiées précédemment, donc avec le risque d'agression, le risque chimique. Donc là, ici, on l'a vu, il est assez faible. Et on a les risques liés aux contraintes posturales. On décrit les situations, comment le risque est arrivé, quelles sont les contraintes qu'il peut y avoir dans le cadre de cette famille de risques. On met également les moyens de prévention, donc les moyens de prévention qui sont actuellement en place, qui permettent de protéger les salariés. Donc voilà, on liste les différents moyens de protection, de prévention, pardon. Et derrière, on va utiliser les deux critères, donc la fréquence et la gravité, pour évaluer et définir un niveau de risque. Alors là, ici, on emploie un niveau de risque, donc très bien employer un autre terme, criticité, on peut le retrouver aussi, ce terme. Mais voilà, ça permet d'évaluer le niveau de risque, et visuellement, on voit que le risque élevé, ici, il est en rouge, ça va être tout ce qui va être concerné, qui va concerner les contraintes posturales, les contraintes physiques dans ce cadre de cette unité de travail. Notre plan d'action qui en découle par la suite, donc là, on a notre risque qu'on reprend ici, l'action on a décidé de mettre en place. Donc, on met en place un siège assis debout. On a la personne qui est responsable de cette action-là et on a des délais
qui est adapté en fonction des moyens de l'entreprise. On va mener aussi une étude ergonomique dans le but de diminuer les différentes contraintes. Donc là, c'est le directeur qui devra se rapprocher, par exemple, de son service de santé au travail pour mener cette étude-là ou d'un cabinet. Et là, le délai est un petit peu plus long parce que là, ça demande de mener, de faire des observations, faire des propositions. Voilà, c'est vraiment un autre type d'action. Du coup, le délai est adapté à l'action. Voilà, concrètement, ce que ça peut donner dans le cadre du document unique, les différentes étapes qu'on a vues précédemment. Alors, les deux dernières étapes qu'on a vues, donc c'est mettre en œuvre les différentes actions qu'on a planifiées. Donc là, pour les mettre en œuvre, ce qui est important, c'est d'assurer un suivi régulier des actions qui sont planifiées afin de vérifier l'état d'avancement. Ça permet aussi d'intégrer cette politique de prévention dans l'entreprise et que le document unique ne soit pas ouvert une fois par an pour voir s'il y a des choses qui ont évolué, mais ça permet d'avoir vraiment un outil de suivi, un outil qui est utilisé au quotidien pour mettre en place les différentes actions et améliorer les conditions de travail. Lorsque les actions ont été mises en place, on va bien sûr procéder à la réévaluation du risque. Là, à nouveau, on va constater les améliorations. On va à nouveau consulter les salariés qui sont exposés pour voir est-ce qu'il y a une réelle amélioration, est-ce que ça ne va pas générer d'autres contraintes derrière. Voilà, on va à nouveau échanger avec les salariés, on va à nouveau les intégrer dans la démarche et on va mettre à jour le document unique en fonction de l'échange qu'on a eu, des observations qu'on a pu avoir avec les salariés. Donc là, on a vraiment une diminution ici des contraintes qui vont lier, les contraintes qui sont liées les contraintes physiques tout simplement. Donc on a une diminution ici, c'est un risque élevé, un risque moyen. Voilà. Donc après avoir vu l'ensemble des étapes pour réaliser ou mettre à jour son document unique, je vais repasser la main à Jessica pour qu'elle vous présente le risque, comment mettre à jour en fait le document unique par rapport au risque Covid. Voilà. Donc, par rapport au contexte sanitaire actuel, lié à la maladie de Covid-19, du fait de cette épidémie, bien entendu, la mise à jour du document unique s'impose. Le premier objectif étant de réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. Un mot d'ordre, ce serait d'anticiper, d'effectuer une certaine veille sur l'actualité pour tenir compte des dernières recommandations gouvernementales. C'est vrai que c'est assez changeant et que dans le cadre de votre stratégie d'évaluation des risques professionnels, d'intégration de ce contexte sanitaire maladie Covid-19, de pouvoir consulter des liens et des sites internet qui soient des sources sûres. Au niveau de la démarche conseillée, comme toute évaluation des risques professionnels avec des phases d'identification, recensement, d'analyse et d'évaluation, vous allez vous attarder sur les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus peuvent se trouver réunies. Donc, c'est une notion sur laquelle nous allons développer, nous allons nuancer certaines notions. Donc, on y reviendra par la suite de cette présentation. Vous allez également vous attarder sur les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de votre entreprise. Peut-être avez-vous instauré du télétravail pendant le confinement, chose qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Peut-être également avez-vous réorganisé vos locaux, vos horaires de travail ont-ils été changés? Prendre en compte la vulnérabilité du personnel et les situations de travail particulières. Donc là, voilà, chaque employeur est invité à communiquer auprès de ses salariés à travers vos différents canaux de communication, par exemple des newsletters, des webinaires, des affichages, etc. Par exemple, sur les symptômes de la maladie Covid-19, proposer également une communication sur l'activité partielle, le télétravail, sur la garde d'enfants, etc. Donc vraiment, finalement, de s'attarder sur les situations individuelles de chaque salarié. Associer en amont les représentants du personnel à ce travail, c'est vrai que c'est un point qui a été notamment rappelé par le ministère du Travail, l'importance de solliciter, d'associer les représentants du personnel à cette démarche d'évaluation des risques professionnels, d'établissement du document unique ou de sa mise à jour. Et enfin, comme dans toute stratégie d'évaluation des risques professionnels, de mettre en place un plan d'action adapté et qui soit au regard également de la hiérarchisation de vos risques.
Un risque peut en cacher un autre. Dans le cadre de ce contexte sanitaire, vous allez préconiser des actions à mettre en place. L'idée, ce serait de ne pas, par le biais de cette préconisation, instaurer de nouvelles situations de travail dangereuses. Par exemple, vous allez peut-être dire de ne plus toucher les rampes d'escalier sous peine de devoir justement toucher une surface qui est fréquemment touchée, qui serait potentiellement contaminée par le virus SARS-CoV-2. Pour autant, vous allez induire un risque de chute. Donc, de bien faire attention à vos procédures habituelles et de les prendre en compte justement dans la mise à jour du document unique par rapport à ce Covid-19. Au niveau des situations de travail à développer dans votre document unique, donc on vous représente ici quelques exemples à développer, bien entendu à adapter. La liste n'est pas exhaustive, adapter en fonction de votre activité d'entreprise. Dans le cadre d'une transmission du virus, ce qui est important également de revenir, ce qui vous permettra de définir vos situations de travail, de revenir sur le mode de transmission, qui peut être direct, avec la transmission par les gouttelettes, ou indirect, c'est-à-dire le contact des mains avec une surface inerte qui serait souillée par le virus. Vous porteriez vos mains à votre visage, par exemple, avec 3 points d'entrée qui sont la bouche, le nez et les yeux. La durée de contact, est-ce qu'elle est plutôt brève ou prolongée? Et des exemples de type de contact, c'est-à-dire soit avec un de vos collègues, un collaborateur, une personne qui serait extérieure à l'entreprise, donc ce qui induit finalement peut-être une visite de client, un patient qui serait contaminé ou susceptible de l'être, d'une surface, d'un objet ou de produits qui sont contaminés par le virus. En termes de situations que vous pourriez développer, vous pourriez aborder par exemple l'accueil du public, pour une caisse, un garage par exemple, la rencontre de plusieurs collaborateurs, par exemple pendant les moments de réunion, de restauration, des contacts avec des personnes externes à votre entreprise, par exemple lors de la réception de colis, la visite d'un client, le contact direct avec une personne qui est contaminée ou susceptible de l'être. Donc, bien entendu, ce sont des exemples, je me répète un petit peu, qui sont à développer, adaptés en fonction de votre activité. Donc voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement également sur ce sujet, n'hésitez pas à solliciter votre médecin du travail. En ce qui concerne le fonctionnement de l'entreprise dégradée, nous l'avons abordé tout à l'heure. L'idée, c'est que de par votre nouveau fonctionnement par rapport aux différents stades de l'épidémie, est générateur de nouveaux risques professionnels qui doivent être également évalués et pris en compte dans votre document unique. Vous pourriez parler par exemple de risques liés au télétravail et dans le cadre des situations de travail dangereuses à développer dans votre document unique, vous pourriez par exemple parler de posture assise prolongée sur un mobilier inadapté. Peut-être avez-vous travaillé depuis un environnement qui n'était pas forcément dédié à un télétravail, depuis votre salon, depuis votre table à manger. Dans le cadre des risques psychosociaux, vous pourriez par exemple parler d'hyperconnexion, de travail dans l'urgence, d'une charge de travail accrue due à un manque d'effectifs ou bien alors d'une sous-charge de travail en raison d'une activité réduite. Vous pourriez également parler du travail à distance pouvant induire potentiellement un risque d'isolement professionnel et social. Si également vous avez instauré de la manipulation de produits de nettoyage et désinfection des postes de travail pendant cette période de déconfinement, c'était peut-être une situation qui n'était pas référencée également dans votre document unique auparavant, et c'est justement quelque chose qui sera à développer dans votre document unique. Donc, de bien être dans un cas, d'étudier vraiment toutes les situations particulières qui peuvent se rencontrer au niveau des différents stades de l'épidémie. Quelles étaient les situations de travail avant le confinement, pendant le confinement et suite à votre déconfinement. Comment inscrire ce risque de contamination dans le document unique? Donc, bien entendu, cela sous-entend que vous avez recensé toutes les conditions de transmission qui devraient être réunies justement de ce virus sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. L'idée, c'est de ne pas partir forcément d'une préformulation et de ne pas généraliser, mais bien tenir compte de chaque situation particulière propre à votre entreprise. Il nous a paru important de nuancer justement les notions de risque biologique et risque Covid-19 de par les jurisprudences qu'il y a justement sur le sujet. Il apparaît peut-être opportun de raisonner en termes d'activité, ce qui permettra de déterminer vos obligations en tant qu'employeur. Par exemple, un premier cas serait de considérer une activité qui implique directement l'utilisation et la manipulation du virus SARS-CoV-2. Donc là, par exemple, comme activité, on pourrait citer les laboratoires, ou la présence du virus dans le milieu concerné de manière permanente, par exemple le milieu hospitalier.
Un deuxième exemple, ce serait un risque d'exposition spécifique au virus. Quand bien même l'activité de votre entreprise, eh bien, il n'y a pas de manipulation d'agents biologiques. On pourrait par exemple citer les professionnels de santé qui sont au contact de malades qui seraient contaminés par le virus. Ces entreprises que je vous ai citées, elles peuvent être soumises au risque biologique. Elles doivent répondre notamment aux dispositions générales et spécifiques du Code du travail relatives à la prévention du risque biologique. Donc, par rapport à cette notion de risque biologique, vous avez des informations que vous pouvez retrouver sur Internet. Tout à l'heure, nous vous parlions de guides et de trames. Vous pouvez par exemple consulter le site de l'INRS. A contrario, lorsque l'entreprise n'utilise pas délibérément le virus SARS-CoV-2 et qu'il n'y a pas de risque d'exposition spécifique dans le cadre du travail, vous pourriez peut-être parler de risque Covid-19. Nous l'entendons bien entendu dans le cadre d'une exposition qui est non spécifique. Au vu du contexte sanitaire, l'exposition à un risque spécifique peut également résulter des circonstances dans lesquelles les salariés exercent leur activité. Peut-être que pendant le stade du confinement, un risque de contamination au virus était peut-être changeant. Vous étiez potentiellement en contact avec du public, potentiellement de pouvoir toucher des surfaces qui seraient potentiellement contaminées, chose qui n'était pas forcément peut-être le cas auparavant. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir au cas par cas, selon les différentes situations de travail qui pourraient se présenter au sein de votre entreprise. Vous avez le choix, nous vous le laissons, de parler des risques biologiques, risque Covid-19, mais sachez que du moment où le risque biologique est inscrit dans votre document unique, que vous y faites référence ou qu'un risque d'exposition spécifique est également visé, vous entrez dans le champ de la prévention du risque biologique. C'est assez drastique et en cas de non-respect de ces prescriptions, la responsabilité de l'employeur pourrait être mise en cause. Par exemple, en termes de dispositions spécifiques, nous pourrions citer la limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être, les mesures de protection collective et individuelle, des mesures d'hygiène appropriées, des procédures relatives au traitement des déchets, des mesures relatives à la manipulation et au transport du virus SARS-CoV-2, chose peut-être qui ne fait totalement pas partie de vos activités en temps normal. Formation à la sécurité relative aux risques biologiques. Donc bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, c'est juste pour vous montrer voilà, qu'il faut nuancer dans votre document unique si vous avez un risque de contamination, une infection à Covid-19. L'idée, c'est vraiment de nuancer cette notion dans votre document unique, de faire attention aux conséquences que cela peut avoir d'un point de vue juridique. Voilà, de bien prendre en compte ces notions dans votre document unique. Quid du suivi individuel de l'état de santé des salariés? Si le virus serait classé, le virus SARS-CoV-2 devrait être classé soit dans le groupe 3, soit dans le groupe 4, cela induirait finalement un suivi individuel renforcé, donc ce qui n'est pas négligeable si vous avez indiqué que tous vos salariés étaient exposés au virus. Donc voilà, ça a vraiment des conséquences. Donc faites attention lors de la mention de ce risque dans votre document unique. En termes de présentation, donc bien entendu, c'est un exemple à part entière, sans forcément mention d'une unité de travail particulière. Nous avons référencé, comme tout à l'heure, Pavel a pu vous le présenter, la nature du risque. Dans cet exemple, nous avons spécifié le risque Covid-19. Nous l'entendons bien entendu dans un sens où l'exposition n'est pas spécifique. Au niveau de la situation qui pourrait être développée dans ce cadre, l'exposition au virus entre collègues ou par proximité de tiers. Les actions qui étaient existantes, les mesures de prévention que vous avez déjà mis en place, c'était peut-être la mise à disposition de savon doux et de gel hydroalcoolique, sachant que normalement vous devez privilégier les points d'eau, et si jamais il n'y a pas de possibilité de se laver les mains avec du savon doux et à l'eau claire, d'utiliser du gel hydroalcoolique. Peut-être également l'attribution de masques du personnel, mais du moment que vous attribuez à ce moment-là des EPI à vos salariés, vous devez, en tant qu'employeur, distribuer une information et une formation, par exemple au port de l'EPI, en consacrant une partie théorique et une partie pratique. La mise en œuvre des gestes barrières, donc là, vous pouvez à la fois communiquer via un webinaire, par exemple, via de l'affichage. L'idée, c'est d'utiliser vraiment tous vos canaux de communication. Mise en place du télétravail pour justement éviter tout contact entre collaborateurs.
Donc là, on part vraiment sur une notion d'organisation de travail. Finalement, quand vous proposez des actions qui soient existantes ou même plus tard à mettre en place, l'idée, c'est vraiment d'interagir sur l'organisation de travail, les mesures de protection collective et ensuite des protections individuelles. Là également, vous allez référencer les notes que vous attribuez à la fréquence, la gravité. Vous allez obtenir un niveau de risque. Et ensuite, vous allez proposer en fonction des actions de prévention à mettre en place. Donc ici, dans le cadre de cet exemple, nous pourrions parler par exemple de sensibilisation du personnel, de l'organisation des flux entrants et sortants, donc entre collaborateurs, ou si par exemple, il y avait potentiellement une visite d'un client. Respecter la distanciation sociale. La jauge des 4 mètres, bien entendu, c'est un minimum à adapter, c'est une surface utile, adaptée en fonction de votre évaluation des risques. Éviter les contacts physiques avec une distanciation sociale de minimum 1 mètre, du marquage au sol, de l'espacement des postes de travail. Donc là, on est toujours finalement, on agit sur ce mode de transmission, on est plus dans la distanciation sociale. Procédure en cas de collaborateur contaminé. Donc, si vous avez un petit peu de difficulté à établir cette procédure, sachez que le ministère du Travail a élaboré des fiches conseils sur le sujet, donc je vous invite à les consulter. Et vous avez également la possibilité de solliciter votre médecin du travail. Interdiction des rassemblements. Donc aujourd'hui, nous sommes en visioconférence. L'idée également, c'est d'utiliser justement toutes ces télécommunications pour éviter des réunions, des rassemblements entre collègues. Aérer régulièrement les espaces de travail, c'est un point également qui doit faire partie de votre stratégie, de pouvoir apporter un certain air neuf justement dans vos locaux, par exemple d'aérer 15 minutes toutes les 3 heures. Et peut-être également de faire un focus sur le nettoyage renforcé pendant cette période et voir si finalement vous avez besoin de désinfecter les postes de travail, les surfaces qui seraient potentiellement contaminées. L'idée, c'est de ne pas voir aussi également voir augmenter la résistance aux autres micro-organismes, d'induire des brûlures ou autres conséquences dommages pour les salariés, mais vraiment de réfléchir de manière conjointe, réfléchie et sur le sujet. Si par exemple nous nous concentrons sur les risques et contraintes liées aux postures de travail, donc là cela s'entend bien entendu dans une période de télétravail au domicile. En tant que situation de travail à développer, vous pourriez par exemple citer le travail sur un poste inadapté, par exemple de manière prolongée pendant X heures sur un ordinateur portable. Fréquence, gravité, le niveau de risque qui sera obtenu par la fin et les actions de prévention. S'assurer que le salarié dispose à minima d'un plan de travail, réaliser une auto-évaluation de la situation, donc d'inciter le salarié vraiment à étudier ses conditions de travail et de faire remonter par les échanges téléphoniques avec son manager quelques difficultés, et de sensibiliser les salariés aux bonnes pratiques du travail sur écran. Donc là également, vous pouvez jouer également sur la partie webinaire, sur des affichages, sur des communications type newsletter sur le sujet. Donc, nous avons terminé cette présentation proprement parlant technique. Je vais laisser la parole à Céline pour pouvoir conclure ce webinaire. Rebonjour. Donc, je vais me permettre de compléter le propos de mes collègues pour vous rappeler que les services de santé au travail sont à votre disposition en cette période. En termes de services que nous pouvons vous rendre, vous avez effectivement ce que vous connaissez en matière de suivi individuel et adapté de l'état de santé des salariés, les informations et sensibilisations dont le webinaire d'aujourd'hui qui vous permettent d'avoir des informations adaptées dans la période à la crise sanitaire et en particulier aussi lié au Covid 2019, tout le suivi des personnels dits vulnérables au travers des visites de pré-reprise, de reprise, de la prescription aussi des arrêts de travail qui sont permis dans cette période de crise
pour nos médecins du travail. Donc habituellement, effectivement, les services de santé n'ont pas le droit, enfin les médecins du travail n'ont pas le droit de prescrire des arrêts de travail, mais là, on a cette possibilité transitoire. Et puis, sur le sujet particulier du document unique, vous rappelez que votre service de santé peut vous accompagner à rédiger ce document unique, à évaluer les risques professionnels, à définir les mesures de prévention adaptées globalement à votre activité et là plus spécifiquement aux risques liés au Covid. Je me permets comme j'ai vu plusieurs questions sur le sujet, de rebondir sur ce qu'a dit Jessica. Effectivement, si vous inscrivez risque biologique dans votre document unique, cela induit réglementairement tout un tas d'obligations qui sont liées au fait que vous utilisiez dans votre activité ou que vous manipuliez le virus Covid. Si vous n'êtes pas dans cette situation, mais que dans votre activité, vous êtes exposé au sens comme vos salariés pourraient l'être exposés dans la vie courante, donc c'est une exposition non spécifique à l'activité, il convient vraiment d'inscrire dans votre document unique que l'exposition est non liée spécifiquement à votre activité. Voilà, donc on sait que c'est compliqué en termes de langage, parce que oui, le danger est un agent biologique. Par contre, si vous inscrivez risque biologique, là, ça induit tout un tas d'obligations réglementaires. Mais votre service de santé est vraiment là pour vous accompagner, y compris sur ces formulations. Pour compléter aussi, donc vous retrouverez à l'issue du webinaire le support qui sera mis à disposition sur le site de la fédération, mais sur les sites aussi des services de santé au travail auxquels vous adhérez. Donc dans ce support, vous avez le lien vers l'ensemble des sites internet des services de santé. Et votre service de santé au travail, comme je viens de vous le dire, peut vous accompagner, vous conseiller, vous informer sur le document unique. Différents outils sont mis à votre disposition, soit sur les sites internet de chacun des services, soit vous pouvez les demander en contact avec vos interlocuteurs habituels, donc des guides, des fiches pratiques, mais aussi des modèles d'affiches sur le Covid ou plus généralement sur votre activité ou sur les risques professionnels. Et pour conclure, dans les quelques minutes qui restent, je regarde les questions. Je sais qu'il y a dans les participants des entreprises du secteur du spectacle. Le secteur du spectacle, votre service de santé au travail auquel vous adhérez pour vos intermittents, donc c'est le CMB qui est un des participants de l'organisation de ce séminaire, met à votre disposition dans le cadre de vos cotisations un outil pour réaliser le document unique spécifiquement aux activités de votre secteur. Donc que vous soyez du secteur spectacle vivant, du secteur audiovisuel, l'outil Odali est à votre disposition et les autres services de santé aussi, si vous ne dépendez pas du CMB et que vous avez d'autres activités que le secteur du spectacle, mettent à votre disposition des trames de support ou peuvent vous aider à repérer des trames de support adaptées à votre activité, soit sur des sites européens comme OIRA, soit sur les sites de vos branches professionnelles, par exemple, ou des outils que les services eux-mêmes ont construits pour vous aider à répondre à cette démarche d'évaluation des risques professionnels et de formulation du document unique. Donc, je vous propose, dans les 5 minutes qui restent, que nous laissions ouvert un peu le webinaire pour qu'on puisse répondre aux dernières questions qui sont en ligne. Et nous fermerons ce webinaire à midi, l'heure prévue de fin. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je remercie aussi particulièrement Jessica et Pavel, nos conférenciers, pour la qualité de leur présentation et pour leur disponibilité pour la préparation de cette conférence. Et je remercie aussi nos 10 collaborateurs qui ont répondu à vos questions en ligne.
Un grand merci à tous pour votre participation. Nous espérons que cette conférence vous a été utile. N'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction qui sera accessible avec le support de présentation sur notre site Internet. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis un bon appétit. Au revoir.